La réforme est le changement de caractère profond, fondamental, apporté à quelque chose visant l'amélioration de son fonctionnement. C'est aussi un perfectionnement, une rénovation, une conversion, une mutation, une transmutation. Elle implique des enjeux majeurs allant du renouvellement des politiques à la concrétisation des faits. Mesdames, Messieurs, merci de suivre votre nouveau magazine Essuie en marche, un programme du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire destiné à vous rendre compte de ses activités et de sa nouvelle technologie. Aujourd'hui, nous parlons de la réforme en milieu estudiantin, la réforme de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Il y a plus de 50 ans, le système académique de notre pays n'a pas connu de changement dans tous les secteurs. Le quotidien des étudiants a stagné, voire détérioré, depuis la création de sa toute première université en 1956. Il est difficile de lire une démarcation dans le chef des universités qui s'illustre les mieux dans les mêmes mots. D'ailleurs, aucune des universités congolaises ne figure sur la liste des top meilleures universités en Afrique, malgré de nombreux lauréats qu'elle déverse sur les marchés de l'emploi tous les ans. C'est pourquoi la réforme est plus qu'indispensable si nous voulons voir ici l'éducation académique de notre pays, voire instaurer le progrès et germer la réussite. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, M. Steve Mbikai, nous parle de sa politique de réforme, de ces nouvelles orientations qui porteront sans doute les universités congolaises sur l'échiquier mondial. Excellence, bonjour. Bonjour. Vous avez maintenant la reine de ce ministère. Quel est l'état de lieu depuis que vous tenez la tête de ce ministère? Quand j'ai été nommé à la tête de ce ministère, c'était en décembre 2016 par le chef de l'État. J'ai commencé par faire d'abord un tour d'horizon, n'est-ce pas? Je suis passé dans tout, pratiquement le département de Kinshasa. Je vais poursuivre à l'intérieur du pays. Et j'ai fait un constat qui a d'abord un pléthore d'effectifs dans les auditoires, dans certaines universités et dans certaines facultés, comme le droit, l'économie, et que sais-je encore. Les étudiants ne peuvent pas étudier dans de bonnes conditions parce qu'ils s'entassent, certains s'occupent même dehors. J'ai fait aussi le constat du manque de bibliothèques viables. Pour ceux qui ont des bibliothèques, il y a surtout les travaux des fonds d'études, il y a des mémoires. Je sais bien qu'il est difficile pour les étudiants de faire, même des professeurs, de faire des bonnes recherches. Les supports des cours qui sont produits par les enseignants sont faits sur base des manuels qui sont très vieux, donc qui sont dépassés. J'ai constaté aussi qu'il y a un problème de manque de laboratoires, d'ateliers ou de laboratoires déjà très vieux, vétustes et tout ça, qui nécessite qu'ils puissent être remplacés. Le système que nous avons, graduat, licence, DA, puis doctorat, que j'ai trouvé, à mon avis, un peu dépassé, ce qui rend difficile parfois l'équivalence des diplômes des gens qui ont étudié dans notre pays. Il y a beaucoup de difficultés pour l'accès à l'Internet pour les étudiants parce que ça leur coûte assez cher. Or, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans Internet. Il faut aussi souligner le vieillissement des professeurs. Beaucoup ont vieilli. Le renouvellement ne vient pas avec le même rythme. Donc, de ce côté, il y a aussi un problème. Il faut souligner aussi pléthore des établissements non viables. Il y a même dans certains villages, des universités, même à Kinshasa, vous trouvez un tout petit bâtiment, il n'y a pas assez de locaux, mais on dit université, institut supérieur. Ça aussi, j'ai fait ce constat. Il y a la problématique des faux documents qui circulent. Rêver des côtes, des faux diplômes qui sont parfois fabriqués dans les cybercafés. Ça, c'est aussi un problème. Et il y a le transport des étudiants. Les étudiants
n'ont pas un transport confortable pour se rendre dans leurs établissements, mais aussi les difficultés pour les professeurs, parce que la plupart n'ont pas de logis, n'ont pas de logement, et tout ça sans compter la vétusté des hommes pour étudiants, et puis un nombre aussi limité. Alors je trouvais que les défis étaient vraiment énormes pour un gouvernement qui ne fera pas 5 ans, qui va faire quelques mois, sinon une année. Alors c'est sur base de ces constats que je fais que j'ai dû concevoir mon plan d'action à la tête du ministère de l'enseignement supérieur universitaire en vue de répondre aux attentes du président de la République, mais aussi du Premier ministre, chef de gouvernement. Voilà un peu, madame, pour ce qui est de l'état des lieux de notre enseignement supérieur universitaire, qui a vraiment trop de problèmes qu'il faudrait résoudre. Nous voudrions, avant de partir, laisser quand même des traces, faire des choses qui pourront peut-être être parachevées pour certaines choses, par ceux qui pourront nous remplacer. Un état des lieux s'accompagne toujours d'un remède, monsieur le ministre. J'ai tenu à suivre de plus près les projets de construction, initier les projets de construction de nouveaux auditoires dans certains établissements, mais aussi chercher à savoir qu'est-ce que certaines autorités académiques ont fait avec l'effort de construction contenu dans les frais académiques pour les années précédentes, et donner des directives précises pour la construction. C'est comme ça que, sans recourir au trésor public qui a des difficultés, la bonne gestion des frais académiques nous permettrait de pouvoir construire. J'ai trouvé par exemple à Unukine, qui a l'amphithéâtre musée qui est en construction depuis 7 ans, qui ne se termine pas. Alors j'ai l'option de pouvoir faire trop vite pour le terminer et l'inaugurer. Et commencer aussi la construction de notre amphithéâtre de 6 auditoires, avant de pouvoir demander au gouvernement la possibilité de voir dans le budget 2018 de pouvoir construire encore 5 amphithéâtres avec chacun 6 auditoires, ce qui ferait 30 auditoires. Et là, on pourra résoudre le problème des pléthores à l'Unukine. À l'ISTA, il y a un projet à l'IEC, un projet à l'INBTP. Donc, je voudrais que dans chaque établissement au moins, qu'on puisse construire de nouveaux auditoires. Et ça, c'est déjà en cours. On est en train de voir comment obtenir un préfinancement. Parce que avec ce que nous recevons comme frais dans les frais amis des étudiants, ben, on ne saura pas construire. C'est comme ça qu'on a fait 7 ans avec l'amphithéâtre de l'Unukine. Nous sommes en train de chercher des partenaires qui pourraient préfinancer, et nous sommes sur une très bonne voie. Je crois que ce n'est pas possible aujourd'hui de pouvoir commander des tonnes et des tonnes de livres pour équiper toutes les universités. Alors que faire? Parce qu'il faut absolument que les étudiants aient accès à des ouvrages les plus récents pour faciliter leur recherche. Et c'est là que nous avons trouvé que, bien que le projet de la carte biométrique a existé, nous avons donné des critères de sélection de l'opérateur qui prendrait le marché. J'avais demandé qu'il puisse aussi nous permettre, avec la même carte, l'accès à des bibliothèques numériques, en attendant que nous puissions commencer à partir de 2018. Je pourrais insérer dans l'institution académique l'obligation pour chaque établissement, chaque année, de commander de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque. Alors, à travers la carte biométrique, le fournisseur Innovexi, qui a été retenu, va aussi fournir des serveurs, de petits serveurs, à tous les établissements. Ça va permettre, à travers cette carte, de pouvoir accéder à plus de 30 millions de livres dans différents domaines. Et voilà, et ça aussi c'est déjà en cours, parce que la carte biométrique est déjà en train d'être
livrée. Et j'avais bien souligné que cette carte biométrique avec les serveurs qui seront fournis par Innovexi va permettre à ce que, même dans des coins où il n'y a pas d'électricité, même ici à Kinshasa, même sans Internet, qu'on puisse être en mesure de consulter cette bibliothèque numérique. Parce que à l'intérieur, par exemple, c'est pas facile d'avoir l'Internet. Voilà, c'est un peu ça, c'est déjà en cours d'ailleurs. Et puis le système graduat, licence, doctorat, qui, à notre avis, n'est plus adapté, parce que partout ailleurs, maintenant c'est les CMLMD, nous sommes sur le projet, nous allons faire en sorte que ça aille vite pour faciliter l'homologation et l'équivalence de nos diplômes aussi à l'étranger. On va interconnecter l'ensemble des établissements pour leur permettre d'avoir accès à l'Internet haut débit à un coût pas très cher. Et ça, c'est un projet du gouvernement qui est presque en cours déjà. Okay. Ça leur coûte assez cher, 3 000 $. Il faut inviter des professeurs qui viennent d'ailleurs, ainsi de suite. Ils n'ont pas toujours ces moyens. Les chefs de travaux, avec ce qui touchent, ils ne parviendront pas à pouvoir supporter ces frais pour qu'on ait rapidement beaucoup de professeurs qui pourraient remplacer ceux qui sont déjà vieillissants. Et ça, c'est un plan trop ambitieux. Ils sont environ plus de 10 000. Parce qu'au Congo, nous n'avons qu'environ 2 000 professeurs, c'est trop peu. C'est trop peu. Il faut en avoir même 30 000 et tout ça. Alors, nous voudrions bien accélérer ce processus pour permettre aux chefs de travaux, à ceux qui ont leur thèse, de pouvoir les défendre. Nous avons demandé aux partenaires Innovexi de pouvoir nous permettre de nous livrer les documents qui ne seront pas falsifiables. Nous allons combattre les faux diplômes ou des faux relevés parce qu'il y a les gens qui partent parfois avec des diplômes achetés. Alors, dorénavant, il y aura un serveur au niveau de notre ministère où toutes les données seront stockées. Tout le monde qui a sa carte biométrique aura ces données stockées au niveau du ministère, au secrétaire général, de sorte que cette histoire d'aller chercher l'emploi avec son diplôme dans une enveloppe kaki, avec trop de fardes, va s'arrêter. Il va suffire que quelqu'un s'amène avec sa carte biométrique pour chercher un emploi. Eh bien, chacun pourrait télécharger un logiciel dans le site de l'ISU gratuitement, qui permettra, c'est qu'avec son téléphone portable, quand on passe la carte d'étudiant biométrique derrière le téléphone, on peut déjà voir les cursus de l'étudiant, il est comme d'état avec combien de pourcentage, en telle année il était à l'UNIKIN, tel autre il était à l'UPEN, et ils sont tous avec autant de pourcentage. Et chaque année, on va actualiser les données dans ces serveurs, si bien que si vous avez eu 40% cette année, eh bien, quand vous mettrez votre carte, vous vous rendrez compte que déjà la carte a des données actualisées et que vous avez 40%. Et la même carte aussi va nous aider pour le paiement. Le paiement pour un projet de transport que nous mettons sur pied, transport des étudiants. Nous sommes en train déjà d'étudier la faisabilité, toujours avec les partenariats public-privé. Nous ne sommes pas en mesure d'acheter des bus aujourd'hui. L'État a beaucoup de difficultés. Nous allons passer par ces partenariats pour avoir toute une entreprise qui pourrait s'occuper uniquement du transport des étudiants. Nous, quand nous étions étudiants, nous avions des Thompson qui nous transportaient. On appelait ça comme ça. C'est des longs véhicules. Nous avions des restaurants et tout ça.
tout a été supprimé. Alors, au lieu de pouvoir progresser, on a reculé. Parce que si à l'époque, il y avait des restaurants, il y avait le transport en commun pour les étudiants, et qu'il n'y en a pas, on a régressé. Alors, comme le transport coûte tellement cher pour les étudiants, nous allons chercher à ce qu'ils puissent avoir un transport à un prix académique. Mais pour ce qui est de transport aérien fluvial, et là, il faut négocier avec le gouvernement, au Premier ministre, pour voir si on peut obtenir quand même une réduction pour les étudiants. C'est pas normal que les étudiants payent à l'hôpital le même prix avec tout le monde, dans l'avion, dans les trains et tout ça. Et nous voulons bien rendre à l'étudiant congolais sa dignité. Et aussi, j'ai parlé de professeurs, beaucoup n'ont pas de maison. Ils peuvent faire toute leur carrière jusqu'à la fin sans avoir un logis. Et là aussi, toujours dans le cadre des partenariats publics-privés, nous sommes en train de réfléchir sur un projet de construction de logements à crédit pour les professeurs, pourquoi pas chefs de travaux, ceux qui ont un salaire qui leur permettrait de rembourser pendant 10 ans, pendant 15 ans. Mais tous ces plans d'action ne peuvent se réaliser que s'il y a la paix dans les secteurs. Voilà pourquoi nous avons instauré un système de dialogue permanent. Nous voulons la paix. Partout il y a soupçon de troubles ou alors il y a mécontentement. J'invite toujours le comité de gestion, les étudiants, pour qu'ensemble on trouve des solutions. Parce que je voudrais bien que pendant mon mandat, ces ministères, qu'il n'y ait pas de tensions ici et là. Et le premier critère pour moi, pour apprécier les comités de gestion, c'est d'abord le maintien de la paix. Si on pose la question, mais d'où viendra l'argent pour faire tout ça? Des bus, logements, de professeurs, bibliothèques, ainsi de suite. Et moi, je réponds que l'argent n'est pas à la banque. Hein. L'argent est dans la tête et dans le cerveau. La banque garde les papiers qui sont produits par le savoir-faire. Donc, avec le savoir-faire, nous serons à mesure, dans une année, si pas de tout terminer, mais de pouvoir laisser quand même nos marques à la tête de ces ministères. Parce que ça sera insensé de passer sans jamais laisser de traces. Et nous sommes convaincus que nous allons laisser des traces à ces ministères après une année que nous pourrons faire au ministère. Et j'ai toujours dit, même quand vous faites 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a toujours moyen de laisser des traces. Mon plan d'action se résume à une seule phrase. D'ailleurs, tout ce que j'ai dit là, c'est rendre compétitifs nos établissements, nos universités, de sorte que, sur le plan africain, quand on classe les top 100 des universités africaines, que la RDC figure. Parce qu'aujourd'hui, on ne figure pas. Donc, ma mission à ces ministères, c'est de rendre nos universités compétitives sur le plan africain, pourquoi pas international, et pour que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ces universités-là soient classées parmi les meilleures. Excellence, vous êtes également ministre des établissements privés. Qu'en sera-t-il de leur sort? Dans ma vision, il faudrait fermer certains établissements. Ça demande aussi assez de moyens qu'on doit chercher parce qu'on doit faire un contrôle partout pour qu'il n'y ait pas des établissements qui déforment les enfants au lieu de les former. Et normalement, il est prévu aussi d'aider ces établissements par des interventions économiques. Mais étant donné le niveau du budget de l'État, on a bien sûr y assigné parfois des demandes, à agréer leurs demandes pour l'intervention économique. Il y en a qui sont payés assez difficilement, faute de moyens. Mais l'État a l'obligation de pouvoir s'occuper aussi de ces établissements-là, parce que il les encadre, les enfants congolais. Comme guide aîné et leader des masses estudiantines, quelle orientation donnez-vous à l'étudiant pour mener à bien son cursus académique? Non, je donne les conseils aux étudiants, c'est d'éviter
des antivaleurs. Et là où nous allons combattre, si nous trouvons des professeurs qui se lancent dans l'immoralité, nous allons sûrement les sanctionner. Et les étudiants doivent éviter la tricherie, par exemple, doivent éviter d'acheter les points, les notes auprès des professeurs. Parce que c'est bien d'acheter les notes, mais ça se sent. Même parfois quand vous serez seul, exemple sur un plateau de télévision pour défendre un dossier, vous ne mettrez pas votre diplôme sur votre front, votre figure, non. On va sentir que vous avez un diplôme, tenant compte de la profondeur et puis de la pertinence de ce que vous dites. Alors, par rapport aussi au laboratoire, je n'ai pas dit ça, laboratoire, vétustes et puis les ateliers, et là, c'est là qu'il faut épingler les programmes pour la qualité des enseignements au primaire et au supérieur, PEC-PSU, un programme du gouvernement avec la Banque mondiale qui permet à ce que certains établissements puissent être soutenus pour renouveler leurs équipements, des ateliers, des laboratoires. Et nous avons déjà eu à signer des contrats de performance avec l'Université de Kisangani. On a signé avec INBTP, Kinshasa, avec ISTA, avec l'UNIKIN. Déjà, le 5 juillet, j'essaierai à Lombashi pour signer aussi avec la faculté des sciences, je crois, de l'Université de Lubumbashi. Ces programmes vont nous aider à pouvoir, en tout cas, donner un coup de pouce à notre enseignement. C'est un programme, bien sûr, qui a été mis en œuvre suivant la vision présentée par les chefs de l'État pour essayer de relever le niveau du secteur d'enseignement primaire, secondaire, professionnel, mais aussi du supérieur. Donc, c'est un projet très important qui va aussi nous aider de pouvoir basculer facilement dans le système LMD. Je crois qu'avec l'ensemble de tout ce que je viens de dire ici, nous pourrons avoir un secteur supérieur universitaire digne de ces pays, contrairement à la situation que nous vivons actuellement. J'insiste seulement sur le combat contre les antivaleurs dans nos universités. La pratique des notes sexuellement transmissibles, si nous tombons sur un dossier comme ça, tout de suite nous allons sanctionner. Quand je suis arrivé au ministère, j'ai tout de suite réglementé la vente de syllabus. Vous savez, parce que finalement, beaucoup de professeurs en avaient fait vraiment des marchandises. Donc, quand on va acheter une voiture, on fixe le prix syllabus en fonction de la voiture qu'on va acheter. Il y avait syllabus même de $100, de $50, si bien que les parents pleuraient beaucoup par rapport à ça. Et la première décision que j'avais prise, c'était de réglementer la vente de syllabus qui ne doit plus être obligatoire. Et le prix ne doit pas dépasser $15 pour le plus volumineux. Parce que j'ai considéré que c'était une antivaleur et de pouvoir considérer que les étudiants étaient des clients sur lesquels il fallait se référer pour acheter des maisons, acheter des voitures, ainsi de suite. Donc voilà un peu. Je demanderai à ceux qui nous suivent de s'habituer et suivre Essuie en marche. Et ceux qui ont des questions à nous poser et des propositions sont bien disposés. Certains peuvent passer au cabinet pour me voir, parce que je reçois tout le monde, je reçois les étudiants, les professeurs, le comité de gestion, ou alors ils peuvent nous écrire, ils peuvent sinon appeler au numéro qui sera souvent affiché au bas de l'écran pour poser des questions, pour faire des propositions. Parce que dans ma gestion, je ne dis pas que je dois être le seul concepteur. Tout le monde peut faire des propositions, même pour certaines décisions, mais les proposer. Si elles sont bonnes, eh bien, nous allons les prendre et nous allons citer la source de ces décisions. Voilà ce que je pouvais dire, madame. Excellence, je vous remercie. C'est moi. Je vous remercie d'avoir suivi ce magazine Essuie en marche, un programme du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous avons reçu pour vous Monsieur le ministre Steve Bika qui a parlé de son programme de réforme. Désormais, suivez-nous chaque week-end. Au revoir.